Qu'est-ce que c'est faire une boîte? C'est dire au monde ce que je pense a suffisamment de valeur pour devenir vrai. Faire une boîte, c'est pousser le monde dans le sens qui est votre opinion. Il faut que le monde entier se pousse autour de toi. Cette énergie, tu dois la payer de ton sang. Retenez un truc, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un peu comme toutes les grandes choses de la vie. C'est comme avoir des enfants ou se marier ou machin. Si vous vous mariez trop jeune, ça a des avantages. Si vous vous mariez trop tard, ça en a d'autres. Vraiment, il n'y a pas de bon moment pour être entrepreneur. Souvent, les gens essaient de stratégiser. Il n'y a pas de bon moment. Alors, quand on est étudiant, c'est quoi les avantages? D'abord, en général, on est subventionné quand on est étudiant. La plupart des étudiants ont la chance d'être subventionnés soit par leurs parents, soit ils touchent un peu de bourse, soit machin. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'on a très peu de responsabilités personnelles. Normalement, si vous n'êtes pas trop fracassé par la vie, ça devrait aller à votre âge. Il y a rarement d'enfants cachés, il n'y a pas encore de pension de divorce, il n'y a pas encore un cash flow et surtout l'habitude de bien vivre. Ça, vous ne l'avez pas encore normalement. Et donc ça, normalement, ça réduit votre coût d'entrée dans l'entrepreneuriat. Parce que le coût d'entrée dans l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que l'argent que vous gagnez tous les mois. Si vous avez l'habitude de vivre avec 15 000 euros par mois, quand vous devenez entrepreneur, si vous vous dites que Day One, ce projet doit produire 15 000 euros par mois, c'est dur. Si vous avez l'habitude de manger des pâtes et boire des mauvais cocktails avec vos potes à la cafette ou je sais pas quoi, bah, c'est moins compliqué tout de suite d'avoir un projet qui arrive à financer ce mode de vie. Et le deuxième grand avantage quand vous avez étudiant, c'est qu'en général, vous êtes relativement incompétent et inconscient. L'école est suffisamment théorique et déconnectée de la réalité pour ne pas vous avoir appris grand-chose. Et ça, c'est plutôt une force en fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point l'expertise est paralysante. En général, nous, quand on voit une entreprise intéressante dans un sujet, elle est très rarement produite par l'expert du sujet. Parce que par définition, les experts, ils voient tout ce qui ne marche pas. Une blague que m'a raconté le fondateur de Payfit récemment qui m'a fait mourir de rire. Je me suis étouffé tellement ça m'a fait rire. Et il me regarde, il me fait quand même la paix si j'avais su. Sous-entendu, si j'avais su à quel point c'était emmerdant, je l'aurais jamais fait. Mais quand ils ont démarré, en fait, ils ne sont pas compris que le problème était aussi grave. Ils se sont dit, bah ouais, les gens, ils ont besoin de fiches de paie. Personne fait des fiches de paie, on va faire des fiches de paie. Et tout le monde a rigolé. Tout le monde s'est dit, haha, mais bien sûr, tu crois que c'est facile de faire des fiches de paie? Bah oui, c'est facile. Et 2 ans plus tard, ils ont créé leur propre langage de programmation. Ils ont une boîte de 150 personnes et ils pensent toute la journée à la fiche de paie et aux problèmes RH et à qu'est-ce que ça implique, etc. Et c'est devenu leur expertise et leur sujet de vie. Mais s'ils avaient connu d'avance, s'ils avaient été comptables paie pendant 10 ans, mais jamais ils auraient fait ça. Ils auraient été découragés avant de commencer. C'est un peu comme si vous montez une montagne et que vous ne voyez pas que le sommet il est loin et que vous pensez que le premier sommet, c'est la destination finale. Vous montez, vous dites « Ah tiens, il y en a un deuxième », vous le montez, « Ah tiens, il y en a un troisième, putain, elle est haute cette montagne ». Et en fait, petit à petit, vous gravissez beaucoup plus de chemin que si on vous l'avait annoncé. Donc le pouvoir de l'ignorance et le pouvoir de l'incompétence, c'est extrêmement favorable aux entrepreneurs. En France, on a tendance à valoriser les gens qui ont l'air d'être sérieux et qui savent ce qu'ils ont l'air de faire. C'est une erreur, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup d'entrepreneurs. Quand vous avez l'habitude de voir beaucoup d'entrepreneurs, vous savez qu'il faut faire confiance aux gens qui ont l'air paumés en fait, parce que les gens paumés peuvent apprendre très vite. Et ça vient avec quelque chose de beaucoup plus structurel, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre à apprendre. Ça n'a jamais été aussi facile sur n'importe quel sujet d'apprendre quelque chose. Par exemple, quand les fondateurs d'Agricool ont démarré, ils ont littéralement tapé sur Google comment faire pousser des fraises. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas du storytelling. Après les gens disent mais c'est du storytelling, c'est pas possible. Non, non, c'est vraiment ça. Et en fait, il faut être fou pour faire confiance à des gens comme ça. Mais en fait, il y a plus de probabilités, c'est en fait beaucoup plus rationnel de faire confiance à ça que de faire confiance à un ingénieur en aquaponie depuis 25 ans qui en fait, s'il avait dû faire quelque chose, il l'aurait fait depuis longtemps. Les gens qui ont envie de faire des choses, ils les font vite. Personne passe 20 ans de sa vie à subir sa vie et un matin se réveille en se disant « Tiens, j'ai décidé d'être innovant ». Ça n'existe pas. Et donc, comment? Si, ça existe? Non, pardon. Et j'ai entendu une... C'est toi qui as parlé
dénoncez-le. C'est vrai que tu as l'air vu en plus, donc... Donc, résultat, évidemment, le sujet quand vous êtes entrepreneur, c'est de démarrer le plus vite et d'être le plus concret possible, le plus rapidement. L'écueil que je vois trop souvent chez les entrepreneurs étudiants qui viennent ici, c'est que d'abord, ils écoutent trop de gens. Ça, c'est un peu le défaut de la jeunesse. C'est que vous avez l'impression que comme vous êtes perdu, que la solution viendra des autres et pas de vous-même. Bon, ça se résout vite en général. Mais plus grave, vous pensez que la planification et la prospection sont plus importantes que l'expérimentation. Et ça, c'est parce qu'à l'école, on a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de réfléchir, on a l'habitude de planifier, on a l'habitude d'être théorique. Et récemment, j'ai lu un tweet Fred qui m'a passionné sur pourquoi à peu près la plupart des bâtiments romains sont encore en place et la plupart des bâtiments grecs sont écroulés. Moi, je pensais que c'était une histoire de soutien de l'État, de restauration, etc. Et en fait, non, quand on y réfléchit, l'État italien est aussi en faillite que l'État grec, en fait. C'est pas ça la vraie raison. En fait, la vraie raison, c'est que c'est vraiment les Romains contre les Grecs. Les Grecs ont inventé les maths qui soutiennent l'architecture. Mais bon, c'était très théorique. Les mecs passaient beaucoup de temps à faire de la théorie des maths. Et quand ils construisaient un immeuble, ça tenait pas vraiment droit. A l'inverse, les Romains n'avaient aucune notion de maths, mais par contre, c'était des vrais experts à l'architecture militaire et à la construction, des aqueducs, machin. Et cette pratique empirique de l'apprentissage, c'était la façon dont on apprenait à devenir architecte. Quand on était grec, on passait 10 ans à faire des maths, et après 10 ans de maths, on disait « vas-y, va construire un immeuble ». Et donc les gens faisaient le théorème de Pythagore, puis ça tombait. Alors que quand on était romain, on disait au type « construis un petit truc », puis un moyen truc, puis un grand truc, puis un jour tu construiras le Colisée, si t'es fort. Les Oussama de l'époque, ils disaient tu construiras le Colisée si t'es fort. Bah, en fait, ce scénario et ce processus-là, il est fondé sur l'apprentissage par le faire. Et c'est fou parce que quand vous visitez Rome, le Colisée est dans un état surprenamment bon. Je veux dire, il y a quand même plus de 2000 ans qui sont passés. Enfin, je regardais un bâtiment des années 60, un HLM, à quoi ça ressemble 30 ans après ou 40 ans après. C'est quand même un talent de construire des choses qui perdurent à travers les âges. Et c'est ça en fait que vous avez besoin de développer comme entrepreneur. Vous avez besoin de développer ce goût du risque, cette volonté de faire des choses et de rentrer le plus tôt possible dans le concret. Et aucune excuse que vous racontez. Par exemple, on me dit souvent, oui mais moi je suis un étudiant, je suis un peu perdu, je sais pas faire. C'est pas grave, si t'es perdu, autant te perdre. Enfin, avancez, vous verrez bien où est le chemin. Si par exemple un jour vous êtes perdu dans la forêt et vous savez pas comment sortir et survivre, il y a une façon très simple de faire. Vous savez comment il faut faire? Faut marcher, faut choisir. Comment? Tout droit, c'est dur dans une forêt. Tu peux tourner en rond pendant très longtemps. Non, il faut choisir le nord, regarder la mousse et toujours marcher au nord. Parce que même si le nord est le plus grand chemin, vous finirez toujours par sortir d'une forêt en marchant vers le nord. Alors que si vous essayez de marcher droit, en faisant confiance à votre instinct de ce que ça veut dire droit, vous pouvez tourner en rond, finir déshydraté et mourir. C'est très sérieux les enfants. Beaucoup de gens meurent en forêt tous les ans parce qu'ils n'ont pas écouté coup d'État. Donc, donc évidemment, c'est un peu la même chose dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez soit choisir le chemin le plus simple, vous concentrer sur la mousse et vous dire ça c'est le nord et je vais m'y tenir, même si c'est le chemin le plus long, parce que vous ne pouvez pas savoir d'avance si c'est le chemin le plus court ou pas, ou passer votre temps à essayer d'imaginer par où est le chemin le plus optimum et le plus intelligent. Mais on gagne rarement à être intelligent. L'une des meilleures scènes que j'ai vécues dans l'histoire de The Family, c'est qu'au début de The Family, on avait des grands problèmes de crédibilité avec nos entrepreneurs. C'était pas facile, on n'était personne. Moi à l'époque je faisais pas tant de vues sur YouTube, je faisais plutôt 20 ou 30 vues sur mes vidéos. Et oui, moi aussi j'ai été là. Et en fait, il y avait quelque chose d'assez fascinant, c'est que les entrepreneurs passaient leur temps à nous benchmarker. Et donc ils passaient notre temps à écouter les conseils d'autres gens. Et évidemment, nous on racontait toujours l'inverse de tout le monde. Donc les gens disaient il faut faire un business plan, on disait un business plan c'est juste une série d'hypothèses non prouvées, pourquoi tu veux faire ça? Les gens disaient je réfléchis à ma stratégie de com, tu dis mais pourquoi tu réfléchis? Vas-y, essaye des trucs, sois radical, tu verras bien ce qui marche, si les gens hurlent c'est que ça va marcher, etc. Et à l'époque, maintenant c'est assez marrant parce que tout le monde raconte ça
Même les pires endroits de Paris, maintenant, ils disent ouais, il faut be bold, ils mettent des posters comme nous. Donc évidemment, à peu près tout le monde est d'accord aujourd'hui. Mais à cette époque, les gens n'étaient pas d'accord. Et donc, on avait besoin de créer de la légitimité par l'action. Et l'une des meilleures scènes qu'on a vécues, c'était une de nos boîtes qui était très très forte en marketing. Et tout le monde passait son temps à me dire mais qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur stratégie marketing? Et je leur disais toujours mais ils n'ont pas de stratégie marketing. Et les gens ne me croyaient pas. Alors un jour on a organisé un rendez-vous, on a mis les 5 boîtes qui avaient besoin de digital marketing. Et on a mis cette boîte, et cette boîte dit bah alors c'est quoi votre stratégie marketing? Il dit bah on n'a pas de stratégie. Mais vous faites comment? Bah on a remarqué que nos clients étaient sur les pages jaunes. Donc on a contacté tout le monde de A à Z. Puis comme on a vu que ça marchait vachement bien, on l'a fait dans 60 pays. Une espèce de froid dans la salle, ils se foutent de notre gueule, c'est machin. Et le mec il dit mais t'as quand même pas littéralement contacté 100% des gens sur les pages jaunes. Et le mec tourne son ordi comme ça, et il y a un log de 10 000 calls, avec 10 000 commentaires et 10 000 appels qui ont été faits par son équipe en quelques mois. Et il dit bah si, c'est plutôt facile, tu vas de A à Z. Évidemment, les 5 autres boîtes sont mortes, parce qu'ils l'ont pas écouté, ça, forcément. Mais lui, il est vivant, il va très bien, il vaut beaucoup d'argent, il est profitable, il a 60 salariés, enfin, ça va bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers adore les bourrins. C'est un truc que tous les entrepreneurs... C'est pour ça que d'ailleurs, les entrepreneurs les plus intelligents sont en général les plus durs à gérer. Parce que intelligent et bourrin, c'est rare. En général, l'intersection, elle est plutôt... Et c'est pour ça que d'ailleurs, les gens se demandent comment autant de gens aussi cons peuvent être successful. Les gens, ils regardent Trump, ils disent, mais c'est pas possible. Eh ben si. Je peux dire que niveau CV, Trump, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Trump, mais le mec est quand même président des États-Unis. C'est pas une ligne sur le CV qui est très facile à écrire. Mais quelle est la stratégie de Trump? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y en a une? Est-ce que Trump donne l'impression d'avoir brainstormé sur quoi que ce soit un jour avec qui que ce soit? Non, il avance, il est idiot et il est fort. Et donc, tout le sujet est là en fait. Tout le sujet est qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut avancer. Et finalement, quand vous réfléchissez, c'est que vraiment, il y a un sujet critique qui vous concerne. Et si vous êtes étudiant, vous avez une chance formidable dont vous n'avez pas conscience. C'est que vous avez plus l'opportunité de faire ça que n'importe qui d'autre, pour 2 raisons. Pas 3, 2. La première, c'est que vous avez peu de gens qui travaillent autour de vous et donc vous n'avez pas de réputation professionnelle. L'une des plus grandes peurs des gens quand ils ont passé un certain âge, c'est de passer pour des cons. Si vous avez travaillé 20 ans en banque et que d'un seul coup vous prenez l'annuaire et vous contactez tout le monde de A à Z, vous avez l'air d'un gros con. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, c'est un truc, vous pouvez pas aller voir vos collègues de Lazare et leur dire « Je viens de monter une boîte, on a trouvé un truc marketing qui marche super bien, c'est de parler à tout le monde. » Les gens vont se dire « Mais attends, t'as passé 20 ans à brainstormer avec nous, on a fait des SWAT, on était frères de SWAT ensemble. Qu'est-ce que tu fais quoi? Comment peux-tu me permettre de me trahir comme ça ?» Et la deuxième raison, c'est que quand bien même vous vous en fichez de ce que les autres pensent de vous, quand bien même vous êtes suffisamment sociopathe pour être complètement déconnecté de ce que tout le monde pense de vous, vous avez oublié à quel point c'était facile de faire des choses sans moyens. Et ça, c'est un truc dont vous sous-estimez toujours, c'est à quel point quand on a des moyens, tout paraît fade. Par exemple, nous, on a souvent des entrepreneurs qui viennent nous voir et dire « Ah ouais, mais il y a telle boîte, ils pourraient nous concurrencer. » Je dis, mec, d'ici que telle boîte soit intéressée par toi, il va se passer beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les gens ont le point de vue de leur égocentrisme. Ils se disent, moi, ce que je fais est intéressant, donc tout le monde s'y intéresse. Mais c'est un peu comme les enfants. Vous savez, les enfants, quand ils font un truc, ils ont vraiment l'impression que le monde entier est intéressé par leur dessin, que leur dessin est le dessin le plus important qui n'a jamais été dessiné, alors qu'en fait, au même moment, il y a des millions d'enfants qui dessinent le même dessin pourri. Et donc, en fait, quand vous êtes enfant, si vous aviez conscience que partout... Imaginez le gamin de 4 ans. Tu veux faire un dessin? À quoi bon? À quoi bon faire des dessins? Tout le monde fait des dessins. À la maternelle, l'autre jour, tout le monde a fait un dessin. Comment mon dessin pourrait être meilleur que les autres dessins? Non, quand vous êtes un enfant, on vous dit « Est-ce que tu veux faire un dessin ?» Tu dis « Ouais, trop cool, un dessin !» Et vous essayez de faire le meilleur dessin possible. Et vous avez vu la ferveur que les enfants mettent à faire des dessins?
C'est toujours, moi c'est un truc qui me fascine. C'est comment on fait pour perdre ça. Comment on fait pour, en grandissant, perdre cette énergie. Et on se blase de tout. Par exemple, moi je pense être quelqu'un de très très peu blasé. Mais je finis par me blaser des trucs. Par exemple, avant j'avais l'énergie pour me fracasser les trolls sur internet. J'adorais ça. Maintenant je n'ouvre même plus mon Facebook, j'en ai marre. J'ai fini par me lasser. Vous voyez, c'est terrible le fait de vieillir. Parce qu'en fait, des choses que vous faisiez avec beaucoup d'énergie, bah, y a un moment, à force de les avoir fait, vous vous dites, ouais, à quoi bon? Il y a un mec qui a dit une connerie sur internet. Bah ouais, comme tous les jours. Et ouais. Il y a 5 ans, j'étais du genre à ne pas aller dormir parce que quelqu'un avait tort sur internet. Vous imaginez la transition en moins de 5 ans? Et donc, si avec cette énergie, vous pouvez vous blaser, évidemment que le temps passant, c'est de plus en plus dur d'être compétitif. Parce que la vraie qualité d'un entrepreneur, ce qui fait la différence, ce qui le rend compétitif, c'est cette énergie, cette innocence. C'est pour ça que c'est pas trop mal de démarrer le plus vite possible quand on est entrepreneur, et c'est pas trop mal d'avoir le moins de choix possible. Et je vais finir là-dessus. Sous-estimez pas à quel point le fait de ne pas avoir connu autre chose que l'entrepreneuriat, c'est une aide à l'entrepreneuriat. Quand l'entrepreneuriat devient un voyage à destination unique, c'est très dur d'avoir un retour. Les gens qui ont eu un travail, qui ont eu l'habitude d'avoir un patron, d'avoir une fiche de paye, d'avoir un salaire, ils savent que si ça plante, quelque chose qu'ils connaissent déjà les attend. Mais si vous n'avez jamais connu ça, vous savez que si vous vous plantez, c'est le néant. Par exemple, moi, si à un moment je me plantais en tant qu'entrepreneur pour de vrai, qui voulez-vous qui m'embauche? C'est pas possible. Les mecs d'avance, ils seraient en sueur. Quoi. Je dirais, je vais embaucher l'autre dingue là. Non, c'est pas possible. J'ai construit une image où j'ai pas d'autre choix de réussir. Alors, effectivement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais il faut que la pente monte. Et il faut que la ligne générale, la dérivée monte. Et c'est pour ça, en fait, que cette absence de choix est une énergie incroyable. Et c'est finalement ça, vraiment, le choix d'être étudiant entrepreneur. C'est pas tant de faire une activité, une passion, machin. C'est plutôt prendre une décision de vie et se demander si vous avez envie d'avoir un billet retour ou pas. On est tous ensemble. Vous avez l'air stuck. C'est un truc de fou. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions. Mais avant de commencer, je vais vous avertir d'un phénomène qui va se passer. L'un d'entre vous est moins timide que vous tous. Cette personne va prendre le monopole des questions. Et vous allez rentrer chez vous après amer en vous disant « Mince, si seulement j'avais posé cette question à Oussama, qui maintenant ne répondra jamais à mon email. » Donc, on est là, on est ensemble, on a 1 heure, j'ai plein de temps, je suis à votre dispo, et je suis sûr que vous avez plein de questions que vous rêvez de poser. Et il n'existe aucune question suffisamment personnelle pour ne pas être posée en public. Parce qu'après, les gens, ils viennent me faire chier à la fin, comme ça, ils essaient de me corneriser, alors que moi, j'ai envie de partir, manger, profiter. Et ils disent, ouais, mais moi, je pouvais pas poser ma question parce qu'elle était perso. Il n'existe aucune question personnelle. D'abord, on n'est pas beaucoup, on est entre nous, hein, ce petit groupe. C'est un peu, vous voyez ça un peu comme les alcooliques anonymes de la start-up. Hein, je m'appelle Oussama, j'ai eu des problèmes. La justice m'a cherché des noises, mais maintenant ça va mieux. D'accord? Voilà. Et donc, on essaye ensemble de trouver d'échanger. Alors, qui part pour la première question? C'est la plus dure en général. Vas-y. Vas-y, prends le micro, faites passer le micro, et on y va. Parce que je pense que c'est comme la drogue gratuite, ça rend trop addict. Je crois beaucoup à la valeur de l'argent gagné honnêtement. Je crois beaucoup au fait que tu traites l'argent avec la même énergie que tu l'as reçu. Si tu reçois, quand tu vas pitcher un investisseur, que tu souffres pour avoir cet argent, tu respectes cet argent. Quand tu fais un dossier bidon dans lequel tu mens, parce que tout le monde ment dans les dossiers BPI, c'est un truc... parce qu'en fait, c'est le jeu. Le jeu, c'est de raconter n'importe quoi pour avoir un peu d'argent. Et bah, tu as l'impression d'avoir niqué le système et tu as l'impression que cet argent vaut rien. Par exemple, cet été, on était en séminaire avec toutes les startups de The Family. Et il y a un type qui a fait une blague qui m'a pas du tout fait rire. Il a dit, ouais, champagne pour tout le monde, c'est la BPI qui paye. En plus, c'est un mec qui a levé pas mal d'argent BPI. Ça m'a rendu malade. J'en ai pas dormi de la nuit. Après, le lendemain, je me suis dit, je lui envoie un email, je lui envoie pas un email. Bon, t'es peut-être un peu exagéré, Oussama, tu t'en fais trop. Et la seule chose à laquelle je pense, moi, c'est les impôts qu'on paye tous les mois à The Family, tu vois.
Et je pense aux impôts que tes parents payent, que les parents des gens ici payent, les impôts que les vrais gens payent. Je trouve ça honteux qu'on utilise l'argent durement gagné des gens qui va à l'impôt pour donner des trucs à des startups débiles, parce que 90% des startups sont débiles, c'est par nature, plutôt que de faire des crèches, plutôt que machin. Et quand tu es un entrepreneur, bah, tu dois avoir un peu d'éthique personnelle. Je veux dire, où est la décence de tous ces gens qui vont chercher cet argent qui est considéré comme gratuit? J'en ai marre d'entendre dans cette putain d'écosystème que la BPI c'est de l'argent gratuit, c'est de l'argent non éditif. Bordel, c'est l'impôt des gens. Moi, je préférais qu'il n'y ait pas de BPI et qu'on paye tous moins d'impôts. Et d'ailleurs, ça montre vraiment cette philosophie de merde en France que comme personne ne croit qu'il va gagner d'argent, il ne se projette pas à payer plein d'impôts. Je dis, oui, de toute façon, les impôts. J'adore quand les gens disent, ouais, les impôts, de toute façon, t'en payes beaucoup quand tu gagnes beaucoup, donc c'est pas grave. Mais bordel, tu travailles dur pour gagner cet argent. Donc cet argent, faut le respecter. Et en plus d'expérience, 100% des gens qui préfèrent passer 2 heures à faire un dossier plutôt que 2 heures à parler à un client, et que viscéralement, ça les dérange pas de faire des dossiers, et que viscéralement, ils préfèrent ne pas parler aux clients, c'est très rare que ça donne des bons entrepreneurs. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la majorité des entrepreneurs de Family prennent pas d'argent BPI. Après, j'adore taper sur la BPI. Évidemment, la BPI sont des gens charmants, qui font bien leur travail. Les gens pensent que c'est une critique personnelle. Ça n'a rien de personnel. J'ai rien contre les gens qui travaillent à BPI. J'ai juste un problème avec ce système qui considère que l'argent de tous doit aller à quelques-uns sous prétexte que ce seraient des élus. Les entrepreneurs ne sont pas des élus. Les entrepreneurs, ils ont tout à prouver à la société avant de mériter leur place.